Salut tout le monde, ça y est, c'est l'heure du test pour le Sigma 70-200 2.8. On va le comparer avec ceux qui sont sortis avant, donc le 70-180 2.8 de chez Tamron qui est sorti en G2 et aussi la deuxième génération de chez Sony, le 70-200 2.8 GM2. La concurrence est rude, on va voir ce que ça donne. Quand on regarde les fiches techniques, on s'aperçoit 2.8 à f22 pour tout le monde. Il y a des différences au niveau des lamelles. Les lamelles, ça fait quand même aussi la qualité du bokeh. Donc on est en 11 lamelles pour le Sigma et pour le Sony, mais on est seulement en 9 lamelles pour le Tamron. En termes d'autofocus, ils ont tous des moteurs autofocus de dernière génération. Il y a des petites différences au niveau de la stabilisation. Le Sigma et le Sony ont ce que j'appelle moi un mode 2, c'est-à-dire un mode qui vous permet de faire des filets. On ne sait pas désactiver la stabilisation de l'axe qui nous empêche de faire le filet sur le Tamron. En termes de construction, pas grand-chose à dire. En termes d'étanchéité à la poussière et à l'humidité, ils sont tous étanches, mais il y a quand même deux zooms internes. Le Sigma est un zoom interne, le Sony est un zoom interne, mais le Tamron est un zoom externe. Donc qui dit zoom externe dit par nature un peu moins résistant. En termes de diamètre de filtre, 67 mm pour le Tamron, 77 mm pour le Sony et pour le Sigma. Il y a des grosses différences de poids. On peut voir que le Tamron est à 855 grammes, donc c'est vraiment le plus léger de la catégorie. Le Sony est un peu entre les deux et clairement le Sigma est le plus lourd avec 1 kg 345. Il y a aussi des petites différences sur le rapport de grossissement, donc votre capacité à vous rapprocher des objets. On a vraiment un avantage au Sony avec 0,3 de rapport de grossissement, alors que le Sigma et le Tamron, c'est kiff-kiff, 0,19, 0,21. Pas de multiplicateur pour le Sigma et le Tamron. Ça, c'est pour la monture Sony, parce que le Sigma en monture L, vous avez un multiplicateur. Sony se garde l'exclusivité des téléconvertisseurs. Évidemment, il y a des grosses différences de prix. Le moins cher, c'est le Tamron, 1499 euros. Le Sigma est pas beaucoup plus cher, 1699 euros. Par contre, le Sony, c'est 3000 euros. Donc clairement, là, il y a des grosses différences de prix. Sur le terrain, un 70-200 2.8, c'est un objectif un peu à tout faire. C'est ce qu'on appelle la trinité. Ça fait partie des objectifs les plus importants pour les photographes. L'ouverture 2.8, c'est cool parce que ça veut dire qu'on peut prendre des photos même en intérieur sans monter énormément dans les ISO. On peut s'en servir pour faire du paysage, on peut s'en servir pour faire du portrait, pour faire des photos de détail. C'est vraiment un objectif à tout faire, y compris pour de la photo de sport. Vraiment, pour le coup, c'est le genre d'objectif qu'on amène absolument partout et qu'on utilise pour tout faire. En termes de piqué, il y a tellement peu de différence entre ces objectifs-là que je suis obligé de vous zoomer à 200%. Là, on s'aperçoit que peut-être, si je devais donner une hiérarchie, c'est Sony 1, Tamron 2, Sigma 3. Mais vraiment, là, pour le coup, c'est dans un mouchoir de poche. Ça, c'est le piqué au centre. Si on regarde sur les bords, là, par contre, le Sigma et le Sony sont globalement homogènes. Par contre, le Tamron sur les bords, clairement, n'est pas du tout homogène. Et là, j'ai fermé à f8. À f8, c'est impossible de distinguer ces objectifs-là. Ils sont archi homogènes et ils sont tous d'une qualité maximale. En milieu de zoom à 61 millions de pixels, zoomé à 200%, sincèrement, moi, je suis incapable de départager les trois au centre. Et même sur les côtés, pour moi, le Sigma et le Sony sont un tout petit peu plus homogènes que le Tamron, mais ça joue à pas grand-chose. Enfin, on est maintenant en bout de zoom à 200 mm, et c'est là où le Sigma étincelle le plus. C'est probablement l'objectif le plus piqué à 200 mm, le Sigma, devant le Sony et devant le Tamron, qui sont vraiment pas très loin non plus. Et le Sigma se paye même le luxe sur les côtés d'être l'objectif le plus homogène à 200 mm, devant le Sony et devant le Tamron. Mais encore une fois, je le répète, une fois qu'on a fermé un peu f4, f5.6, f8, franchement, il n'y a aucune différence de piqué entre ces trois. C'est maximal sur un capteur de 61 millions de pixels. Et je vous le disais, il y a une petite différence de rapport de grossissement. Donc on voit bien que le Sigma est celui qui a le moins de rapport de grossissement. Le Tamron en a légèrement plus à 200 mm, tandis que le Sony, lui, est à 0,3. Donc on peut se rapprocher un peu plus des objets, on peut les grossir un peu plus. C'est un objectif à portrait, donc on va passer un peu de temps à regarder le bokeh. Ici, franchement, si je regarde en termes de piqué, moi je serais ravi avec les trois de ces objectifs-là. La différence, elle va pas se faire sur le piqué, elle va se faire un peu sur le bokeh. On voit un bokeh un peu plus agressif sur le Tamron, alors que franchement, c'est un peu plus difficile de départager le bokeh du Sony et du Sigma. Autre exemple, toujours pareil, en termes de piqué, franchement, il n'y a absolument rien à voir. C'est un piqué merveilleux sur les trois objectifs. Par contre, en termes de bokeh, encore une fois, on a un bokeh sur le Tamron qui est un tout petit peu moins diffus. Et probablement ici, on le voit bien, que le bokeh du Sony est probablement celui qui est le plus doux, celui qui se fait le plus oublier. Donc clairement, là, il y a une vraie hiérarchie pour moi sur les bokehs. Un Sony, deux Sigma, vraiment pas loin. Et un peu plus loin quand même, Tamron.
Allez, je vous mets quelques autres exemples. Hein. Sachez que le Tamron, c'est un 180 mm et pas un 200 mm. Donc, je me suis rapproché. Donc, j'ai fait un pas de plus à chaque fois sur le Tamron pour comparer à cadrage égal et qu'il ne soit pas défavorisé par rapport au bokeh. Malgré tout, on le voit, hein, même avec 20 mm, on a une compression des plans qui est un tout petit peu différente à cadrage égal. Toujours la même hiérarchie. Le bokeh le plus doux, c'est le Sony. Pas très loin, le Sigma. Et un peu plus agressif pour le Tamron. Allez, même sans sujet, juste à regarder le bokeh, hein, on voit la hiérarchie vraiment très nettement sans avoir rien à faire. Pareil pour cette photo-là, hein, où les conclusions sont les mêmes. Et quand on regarde les ronds de bokeh, bah écoutez, le Sigma et le Sony sont très proches. Le Tamron n'a jamais finalement un bokeh bien rond. Dès le Tamron, même au centre, on a un bokeh qui est un peu en œil de chat. Pour le reste, franchement, ça devient difficile de départager ces objectifs-là. C'est des bokeh qui sont propres, hein. Un tout petit peu d'onion ring ici peut-être sur le Tamron, mais il n'y a pas d'aberration chromatique, il n'y a pas de trucs bizarres, c'est des jolis bokeh. Pause pour vous signaler une offre. Si vous n'avez pas accès en para, vous manquez un truc, et pas un petit pour le coup, je mâche pas mes mots parce que c'est vos compétences qui font vos photos et vos vidéos bien avant le matos. Et moi, je me régale. En para, c'est une pépite unique en France. Ils font venir des références de chaque domaine pour enregistrer des formations assez incroyables. Moi, je peux que vous conseiller les formations de Julien Apruzès pour comprendre la lumière, c'est fondamental. Cette année, c'est les formations de Nat Sakura qui ont fait beaucoup parler pour comprendre la photographie. Et en fait, ils font tous les thèmes. On a la photo de famille, de rue, de paysage, de sport, de voyage en noir et blanc, de vos animaux. En fait, il y a 85 formations, c'est une mine d'or et c'est vraiment le meilleur investissement que vous pourrez faire, c'est garanti. Et ça tombe bien, c'est de loin le meilleur prix de l'année au moment du Black Friday. Ça sera en quantité limitée évidemment, mais je vous donne un coup d'avance puisque en pré-réservant avec le lien que je vous mets en description, vous aurez accès à l'offre dès le lundi 20 à 7h30 avant les autres pour être sûr de ne pas la louper. Et si c'est trop tard, vous avez quand même une offre avec un lien en description. En termes autofocus maintenant, bah écoutez, moi j'ai testé ça sur un Sony A1. Vous voyez ici, Open Track avec ma fille quand elle arrive comme ça, vraiment pas très vite. J'ai à peu près 16% de déchets sur le Sigma. 16% de déchets, c'est quasiment ce qu'on fait de mieux. Ça veut dire que c'est des moteurs autofocus qui sont rapides, sur lesquels vous allez pouvoir compter sur la majorité des sujets du quotidien. Vous voyez ici, quand elle est très proche, regardez le piqué qu'on a sur les yeux. On est vraiment sur quelque chose de très haut niveau. Pour autant, j'ai essayé de les pousser, hein, pour essayer vraiment de pousser la comparaison avec ma chienne, avec des petits biscuits qui l'a fait courir 3 fois plus vite, évidemment. Donc, ici, sur des scènes comme ça, où là, c'est quand même assez punchy, c'est beaucoup plus dur que sur le pump track. Bah, malgré tout, le Sigma sur cette scène-là, je suis à 12% de loupé. En fait, c'est assez simple. Jusqu'à ce qu'elle se rapproche, j'ai quasiment aucun loupé. Et en fait, il y a un moment donné, quand ça devient très difficile, où là, ça va commencer à décrocher. Vous voyez ici, ça commence à décrocher. Celle-là, elle est très bien encore. Mais là, vous voyez, ensuite, j'ai plus du tout de photos. Parce que dès que ça devient vraiment extrêmement difficile, j'y arrive pas. C'était la même chose, d'ailleurs le même comportement que ce que j'avais avec le Tamron G2 quand je voulais tester. Ici, sur cette rafale-là, sur le Tamron G2, j'ai 22% de photos de loupé. Donc j'avais 12% sur le Sigma, 22% sur le Tamron. C'est assez proche. J'ai fait ces courses-là 7 fois. J'ai fait 8 descentes de vélo et 7 courses de ma chienne. Donc clairement, je ne vais pas toutes vous les passer. Mais juste pour vous dire que, vous voyez par exemple sur cette deuxième course, où elle va probablement un peu plus vite, je suis à 30% de loupé sur le Sigma et 28% de loupé sur le Tamron. Les deux vont vraiment être très proches en termes de comportement, c'est très fiable, jusqu'à ce que ça s'approche. Vous voyez ici, quand elle s'approche, là quand elle s'approche, et c'est la même chose pour le Tamron, c'est très compliqué d'avoir une photo. Donc très bon en termes d'autofocus, des décrochages quand même quand ça se rapproche. Si on doit comparer ça au Sony, il faut bien comprendre une chose. Là, par exemple, sur cette rafale-là, j'ai 81 photos sur mon Sigma et j'ai 164 photos sur mon Sony. J'ai 2 fois plus de photos sur le Sony parce que je suis sur un capteur empilé de chez Sony et que tous les objectifs Sigma, Tamron et toutes les marques tiers sont bridés par Sony à 15 images par seconde. Vous n'aurez jamais plus que 15 images par seconde, même si votre objectif serait capable de faire mieux. Donc, le Sony, lui, il est à 30 images par seconde. Donc, sur les capteurs normaux, hein, A7 IV, A7C2, A7 R5, aucune différence parce que de toute façon, ils n'ont pas une rafale qui va au-delà de 15 images par seconde. Par contre, si demain, Sony fait des capteurs avec des rafales plus rapides, j'espère qu'ils vont débrider le Sigma et le Tamron, mais aujourd'hui, on n'en est pas certain. En tout cas, sur cette rafale-là, j'ai 30% de loupé sur mes photos Sigma et j'ai 5% de loupé sur mes photos Sony. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que sur le Sony, ouais, ça lâche pas en fait. Et regardez, quand je vous dis ça lâche pas, ça lâche pas.
Ça, ni le Sigma, ni le Tamron sont capables d'avoir ça. Ils décrochent vraiment bien avant, dès que ça se rapproche. Vous voyez? Ça, c'est incroyable. Ça, c'est le Sony GM2. Donc oui, en termes d'autofocus, il y a quand même un petit avantage avec le Sony GM2, même si, encore une fois, je le répète, ici, c'est sur un sujet extrême où j'essaye de pousser l'autofocus autant que je peux. Sur des sujets du quotidien, c'est difficile de départager ces objectifs-là. Et c'est exactement ce que j'ai vu ici avec des descentes, avec ma fille en vélo qui descend aussi vite qu'elle peut. Bah, franchement, il n'y a pas grand-chose à en dire. J'ai 16% de photos loupées sur le Tamron, 18% de photos loupées sur le Sigma. Donc moi, j'aurais tendance à en dire qu'en termes d'autofocus, c'est ex aequo entre le Tamron et le Sigma, mais le Sony est quand même loin devant. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous dire que Sigma n'a pas sponsorisé cette vidéo, l'a pas vue avant, ni n'a donné aucune consigne. Vous savez que j'aime bien travailler en toute indépendance pour vraiment, et ici j'ai beaucoup travaillé pour vous comparer ces trois objectifs-là. Vous pouvez soutenir mon travail en mettant le code créateur Damien lorsque vous êtes dans le panier sur ipln.fr. Évidemment, je vous mets les liens dans la description. Moi, ça me permet de financer ce genre de vidéo-là où franchement, je donne tout. Et en vidéo aussi, ça marche très très bien. Regardez là, ça va vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué la vitesse à laquelle il faisait le point. C'est quasiment instantané, ça c'est le Sigma. Ça suit très très bien, j'ai eu aucun pompage, je suis en 4K 120, non franchement ça a fait très très bien le taf sur les plans que je peux vous montrer. Jamais déçu, vraiment jamais déçu. J'étais pas non plus déçu, ni par le Tamron, ni par le Sony, mais en vidéo, on tire le plein parti finalement de ce que peut faire le capteur, donc c'est très très bien. Après, si on regarde un peu plus dans le détail en termes de stabilisation, et bien là c'est la première surprise de ce test, c'est que le Sigma a une stabilisation qui met à l'amende le Tamron et le Sony. Vraiment, pour le coup, c'est le Sony et le Tamron ont une stabilisation qui n'était pas dingue, clairement. Mais là, pour le coup, le Sigma est vraiment, il creuse l'écart en termes de stabilisation vidéo. L'autre truc, c'est que en termes de zooming, c'est-à-dire votre capacité à zoomer en gardant le point et selon si c'est parafocal, le Sigma et le Sony sont excellents. Le Tamron a tous les plans qui sont pollués par des pertes de focus lorsque vous êtes en train de filmer. Par contre, sur les trois objectifs, on a un focus breathing qui est vraiment minimal. C'est impossible de les départager. Il y a quand même un truc à noter, c'est que Sony se réserve la compatibilité avec sa compensation du focus breathing qui vraiment élimine le micro-focus breathing qu'il pourrait y avoir. Ça, le Sigma et le Tamron n'y ont pas droit. J'ai fait aussi des tests de stabilisation en photo. Je suis allé cash, en fait je suis allé sur la vitesse où je savais que le Sony décroche et c'est environ 1/13e de seconde à 200 mm. J'ai fait 100 photos avec le Sony, 100 avec le Tamron et 100 avec le Sigma. Et la victoire que je vous disais de la stabilisation en vidéo se répète, puisque sur le Sony, j'ai 66% de photos loupées, c'est lui qui a la moins bonne stabilisation. Sur le Tamron, j'ai 60% de photos loupées, donc pas loin du Sony. Et sur le Sigma, à 1/13e de seconde à main levée à 200 mm, 28% de loupées. Donc je suis à 60 et 66% de loupées sur le Sony et le Tamron, 28%, donc 2 fois moins sur le Sigma. Donc ça confirme les impressions d'une stabilisation au-dessus du lot. Bon, je le mentionne pour respecter mon protocole, mais en termes de vignettage, il n'y a pas grand-chose à voir. Pour moi, c'est assez kiff-kiff. C'est pareil, je me suis embêté à chercher les flares sur les trois objectifs. Je n'ai vraiment pas trouvé d'objectif sensible au flares, quelles que soient les conditions. Donc voilà, aucun des trois n'a de problème avec de flares. Idem avec les aberrations chromatiques. J'ai essayé de comparer tous les objectifs dans toutes les situations. Franchement, pour moi, c'est exactement pareil en termes des aberrations chromatiques. En termes de distorsion, à 70 mm, le Sigma est probablement le plus propre des trois. On a une petite distorsion en coussinet sur le Tamron et sur le Sony. À 135 mm, le Sony est le plus propre, c'est celui qui a le moins de distorsion. Et à 200 mm, ça confirme, le Sony est le plus propre et un peu de distorsion en coussinet sur le Sigma et sur le Tamron. Bon, quoi de retenir tout ça? Déjà, le Sigma, quand vous l'avez en main, on a vraiment un bel objet. La construction est superbe. On a pas mal de boutons. Donc, on a le AFMF, on a le limiteur autofocus. On peut changer le mode de stabilisation. On peut cliquer ou non la bague d'ouverture parce que oui, on a une bague d'ouverture. Et on a un pied ici d'un collier de pied qui est Arca Suisse. Donc ça, c'est une attention aussi qui, pour moi, compte pas mal. Le truc que j'aime pas, et c'est le cas aussi sur le Tamron, c'est que les bagues sont inversées. C'est-à-dire qu'on a d'abord la bague de mise au point et ensuite la bague de changement de focale. Moi, personnellement, je préfère quand on a d'abord la bague de changement de focale et ensuite la bague de mise au point. Et c'est comme ça qu'est construit le Sony. Donc moi, je donnerais ce point-là au Sony. Pour le reste, zoom interne, c'est une plaie pour le transport. Il vaudra mieux transporter le Tamron qui est plus compact et plus léger, mais c'est meilleur pour tout ce qui est résistance à la poussière et aux intempéries et aussi à l'usage. Par exemple, sur un gimbal, le zoom interne a beaucoup d'avantages à l'utilisation. C'est généralement ce que cherchent plutôt les professionnels.
Pour le reste, la bague d'ouverture, le seul qui l'a pas, c'est le Tamron. Elle est aussi sur le Sony. On a 30 images par seconde, je vous le disais, sur le Sony, 15 images par seconde sur les deux autres. Le Tamron et le Sony ont un focus linéaire. Le Tamron, il faut passer par leur logiciel Tamron Lens Utility, mais à ma connaissance, sur le Sigma, on ne peut pas avoir de focus linéaire. Ensuite, sur le Sony, et c'est ces petits trucs-là que Sony se réserve, la stabilisation, on n'a pas besoin de l'activer et de la désactiver. Tout se fait automatiquement, même lorsque vous posez l'objectif sur un trépied, elle va se désactiver. Sur le Sigma et sur le Tamron, elle ne se désactivera pas toute seule. Donc on voit que Sony se garde des petits trucs. Pourquoi? Parce qu'il faut justifier de pouvoir payer 2 fois plus cher. Et ça, c'est pas facile, sincèrement, de payer 2 fois plus cher. Ça concernera vraiment probablement ceux qui ont les boîtiers les plus haut de gamme et qui veulent vraiment la crème de la crème. Parce qu'autant, je trouve que 200 € de plus entre le Tamron et le Sigma, c'est amplement justifié par plein de petites attentions qu'apporte en plus le Sigma. C'est le cas, par exemple, d'une pochette aussi, qui est inclus directement dans la boîte. Donc pour 200 €, je trouve que le Sigma, vraiment, pour le coup, ça justifie les 200 €. Autant, pour arriver à mettre 3000 € sur le Sony, il faut vraiment avoir besoin d'une rafale à 30 images par seconde et de toutes les petites fonctions à droite à gauche que Sony se réserve pour pouvoir pratiquer des prix comme ça. Parce que sinon, le Sigma 70-200-2.8 DGNN, il fait quasiment tout aussi bien que le Sony. Donc c'est un très 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 bon boulot de la part de chez Sigma. Et pour moi, il y a des bonnes raisons de prendre chacun des 3 objectifs. C'est pour ça que j'ai vraiment essayé de vous détailler dans quel cas prendre l'un, dans quel cas prendre l'autre. Mais le Tamron, si vous cherchez le plus compact, le plus léger, le Tamron, ce qui est cool, c'est que regardez, quand vous le prenez comme ça, le Tamron 2.8, vous le mettez à côté du 70-200 F4 de chez Sony, il a la même taille. Donc le Tamron, clairement, il y a vraiment des bonnes raisons de le prendre. Après, c'est vrai que pour 200 € de plus, le Sigma fait quelques petits trucs de mieux quand même que le Tamron. Donc à voir quelles sont vos priorités, mais ça devrait être assez simple, je pense, pour choisir. Vous savez comment soutenir mon travail, ipln.fr, vous mettez le code créateur Damien. Vraiment, j'ai eu un travail de fou pour faire ce comparatif le plus neutre possible. J'espère que ça va vous aider et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!